Donc, Mickaël Poyon, je suis agriculteur dans le nord de la France depuis une dizaine d'années. Et puis je suis aussi maire d'un tout petit village, parce qu'en France on a la spécificité d'avoir des 36 000 communes avec tout ce que ça comporte, donc une centaine d'habitants. Et par ailleurs, en lien avec ce que je vais développer la journée d'aujourd'hui, c'est que j'ai repris avec un restaurateur et puis une élue d'une grande ville, un restaurant qui est bio et qui tous les jours met dans ses plats une céréale, une légumineuse, des légumes, et puis, alors, pour ceux qui le souhaitent, de la viande et du poisson, mais avec des doses, avec des portions réduites. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est simplement parce que justement, moi je suis convaincu aujourd'hui du fait que la tendance est là. C'est-à-dire que ce qui a été développé aujourd'hui par Mme Marou, Mme Geoffroy, M. Smessens, etc., cet enjeu des légumineuses finalement, même si ça peut paraître très compliqué, même si ça peut paraître très difficile, aujourd'hui il y a une vraie tendance qui est là, de fond. Alors je voyage peu, je fais souvent la France et je vais jusqu'en Belgique, mais le peu de voyages que je peux faire, moi réellement me confirme dans ce choix, c'est que nous sommes en train de faire évoluer les systèmes alimentaires et agricoles vers une présence beaucoup plus forte des protéines végétales et donc des légumineuses. Ça c'est une tendance de fond et rien ne pourra l'arrêter, j'en suis convaincu. Ceci étant dit, qu'il y ait des difficultés, c'est évident. Et c'est d'ailleurs pour ça que je remercie encore une fois le CSA de son invitation et puis des différents intervenants et de la qualité des intervenants, parce que finalement ça démontre bien que ce sujet n'est pas simple, il est systémique, il est global, c'est vraiment un souci, c'est vraiment en tout cas un enjeu très large. Et puis on voit à travers justement ces différentes interventions que on a identifié tout ça, on le connaît. On a un champ d'innovation extraordinaire. Ça a démarré il y a un bout de temps et je tiens à rendre hommage à Jacques et à son réseau, le réseau Agriculture Durable, parce que moi quand je me suis installé, j'ai acheté les bouquins que vous venez de distribuer, simplement, l'autonomie notamment dans son élevage. Donc moi j'ai pris ces références, j'ai lu. Je ne suis pas de ce réseau, je n'étais pas de cette obédience syndicale à l'époque. Malgré tout, au-delà justement des questions politiques et syndicales, ce qui était intéressant, c'était de se dire, mais en tant que paysan, est-ce que moi je peux agir sur mon exploitation? Est-ce que je retrouvais un peu d'autonomie? Donc voilà. Et j'aimerais juste, vraiment avec respect, mais rappeler à Jacques aussi que pour le coup, son combat qui date des années 80 est aujourd'hui mis en lumière en France, mais je pense que vous avez aussi eu des vraies traversées du désert, c'est-à-dire que il y a un ministre de l'Agriculture français qui porte l'agroécologie dans son mandat. Et c'est à partir du moment où il a commencé à porter ce sujet-là que, pour le coup, dans l'enseignement agricole, dans la recherche, à plein d'endroits, on a commencé à vouloir faire témoigner des Jacques, à tous ces gens qui, depuis les années 70 ou 80, s'interrogent sur leur système et qui démontrent en quoi, justement, les systèmes qu'on a créés, qui sont aujourd'hui dans une impasse, il y avait une alternative. Alors, ils ont eu probablement raison avant les autres. Moi, justement, ce que je remarque, c'est qu'à partir du moment où on met en valeur des démarches comme celle-ci, qui sont abouties, ça fait surtout émerger aussi plein d'autres initiatives, et ça donne aussi, surtout, à des jeunes agriculteurs, des perspectives. C'est ça qui est intéressant, parce que, évidemment, mais vous l'avez compris, Jacques est quelqu'un de très plein de convictions, et donc forcément ça clive, et en France, ce sujet-là est très clivant, il faut être clair, encore aujourd'hui. Donc moi, je suis sorti, entre guillemets, du syndicalisme agricole, et je vois bien que certes c'est clivant, mais c'est en train de bouger. Et c'est ça qui est intéressant en fait. Et c'est pas qu'en France en fait. À travers beaucoup de pays justement, à travers notamment la question des citoyens et de l'alimentation, réellement il y a un sujet qui est en train d'arriver, qui est de dire mais comment on va s'alimenter demain et comment on va participer activement à notre alimentation. Et c'est une très très bonne nouvelle pour les paysans, je pense, même si, encore une fois, c'est pas sans difficulté. Moi, je pense même qu'il va y avoir des territoires sacrifiés. Alors, je fais partie d'un territoire sacrifié, clairement. C'est-à-dire que l'agriculture a tellement changé et tellement été vite, c'est tellement concentré, que finalement le changement devient trop compliqué, voire même impossible pour les acteurs en place. Je pense notamment au témoignage du Brésilien, Marc, pour le coup, qui dit aujourd'hui, voilà ce qui se passe chez nous.
Et finalement, à moindre échelle, on est aussi en train de vivre la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des territoires qui, clairement, vont être sacrifiés dans cette démarche. C'est triste. Il faut l'accepter en se disant, bon voilà, peut-être qu'à un moment, dans cette difficulté, il y aura des résistances et puis des émergences de nouvelles façons de travailler, et voilà. Mais il ne faut pas non plus nier, justement, que pour être exploitant, moi, c'est pas une petite ferme, hein, on mobilise beaucoup de capital. Quand à un moment on a pris une direction, quand on s'est spécialisé, on a tendance à avoir un seul savoir-faire, à être spécialisé, à mobiliser tellement de capital qu'à un moment on ne devient plus agriculteur, mais gestionnaire de patrimoine. Et la filière finalement agro-business, elle est lancée dans cette tendance-là. Voilà. Et le moindre changement, la moindre transition est tellement complexe à imaginer qu'on aura beau avoir, même si l'INRA a changé de président, on aura beau avoir des chercheurs pertinents et qui étudieront sociologiquement pourquoi il y a des freins, on aura clairement des régions et des filières qui, pour le coup, vont aller jusqu'au bout du système. Ils vont aller dans le mur. Alors je ne souhaite pas justement aux pays du Sud, moi j'ai juste envie de dire que la tendance globale elle est là. J'ai envie de dire que le système agroalimentaire et agricole français et européen, majoritaire pour le coup, ne va pas changer tout de suite, donc va continuer à avoir des externalités négatives sur les autres pays. Ceci étant dit, donc nous on a la responsabilité pour ceux qui justement en France et en Europe ont envie de lutter un peu pour démontrer qu'il y a d'autres systèmes, c'est de lutter, c'est de résister. Et la responsabilité, j'ai l'impression, des paysans du Sud et ceux qui sont ici aujourd'hui, c'est justement de regarder un tout petit peu ce qu'on a fait pour ne pas le faire et de se dire, bon voilà, quelles sont nos ressources, qu'est-ce qu'on a envie de faire et quel modèle agricole on a envie de créer qui sera durable et qui répondra surtout finalement aux besoins de mon territoire et de mes habitants. Et c'est le propos que j'ai envie de vous tenir, c'est ça, voilà. Pourquoi une approche territoriale sur ces questions de légumineuses? L'approche territoriale, pour moi, ça veut simplement dire que l'agriculture, encore une fois, doit répondre aux besoins de son territoire, de ses habitants et de ses citoyens. Et l'entrée de l'approche territoriale permet clairement d'avoir déjà une mobilisation des acteurs sur le sujet. Alors, encore une fois, je ne vais pas refaire tout le développement qu'il y a eu, parce que c'est suffisamment clair et ça a été bien mieux dit que moi, mais la question de la biodiversité, la question des avantages économiques qui ont été définis, techniques des légumineuses, le rapport notamment sur les questions climatiques, tout ça, on le sait, on le connaît, on le reconnaît depuis très longtemps. Maintenant, c'est comment justement, par une approche territoriale, on fait qu'à un moment les acteurs, qui ont chacun une compétence, mettent ça en commun pour que ça devienne une réalité. Parce que sinon, finalement, moi je pense à la démarche du GAEC Ursule, mais la mienne bien plus tard, c'est qu'on va dire à des paysans, bon c'est super ce que tu fais chez toi, sauf que c'est pas, voilà, sauf que ça n'a pas d'impact, puisque pour le coup, finalement les filières continuent à produire des céréales et à faire venir du soja, à produire des produits qui sont sans qualité, sans différenciation, sans segmentation, qui ne permettent pas de valoriser justement des légumineuses pour l'exploitation. Donc finalement, les gens qui changeront se retrouver face à une situation où, et c'est le cas aujourd'hui clairement, les éleveurs qui aujourd'hui ne sont pas rémunérés de leur lait, au bon, même s'ils ont pu travailler sur leur charge depuis trop longtemps, même s'ils ont pu avoir des systèmes autonomes et économes, sont dans une situation telle de prix que même eux, finalement, ils sont face à un mur. Ça veut dire que, arrêtons de reposer ces questions-là que sur les paysans. Ça veut dire que chaque acteur doit prendre sa part. Les filières, les territoires, donc c'est-à-dire quand j'appelle les territoires, ça peut être les collectivités, ça peut être les institutions publiques, ça peut être les citoyens, toute forme finalement d'acteurs qui s'intéressent à ces questions agricoles et alimentaires ont une part à prendre. Parce qu'encore une fois, tout ce travail qui est fait dans les exploitations, alors moi par exemple, je suis passé d'un système maïs-soja à un système herbagé complètement, donc je sèche du foin en vrac sur la ferme, mes 70 vaches laitières ne mangent que de l'herbe et du foin séché toute l'année, donc c'est une exploitation qui est sans OGM, qui pourtant produit encore du lait en conventionnel, qui est valorisé sur des marchés internationaux et qui est payé en ce moment moins de 25 centimes le litre. Ça veut dire que même si j'ai fait cette démarche, même si je peux avoir des externalités positives sur l'exploitation, même s'il y a chaque année chez moi entre 20 et 30% de ma surface qui est en légumineuse, alors je résiste un peu mieux, ça fait une dizaine d'années que je suis installé, je vais un peu mieux que certains, mais malgré tout, cette tempête et cette volatilité des prix fait que ça pourrait fracasser complètement mon système. Et si à un moment, les acteurs
qui sont juste après moi, qui sont autour de moi, ne prennent pas en charge cette question-là et se disent, bon, voilà, comment finalement on va accompagner ces systèmes dans la durabilité par une valorisation des produits, par exemple, par une diversification des rotations. Alors, vous avez pris l'exemple de Calisol avec justement la lentille qui apparaît dans des rotations qui sont simples dans ce territoire-là. Moi, j'ai traversé la Wallonie, et alors, pas par le bon côté a priori, j'ai vu que des pommes de terre, des betteraves. Je peux vous dire que ça fait peur. C'est aussi mon territoire, donc je peux vous dire que quand je vois ça, je vois tout sauf la diversité, clairement. Et quand je vois le matériel nécessaire pour pouvoir récolter des pommes de terre et l'énergie nécessaire à l'hectare, où on est à près de 200 ou 250 litres de gasoil par hectare pour récolter un hectare de pommes de terre, je me dis que là, pour le coup, on a vraiment du boulot et que ces systèmes-là ne vont pas changer demain. Et si les acteurs, justement, qu'ils soient coopératifs, qu'ils soient industriels, ou territoriaux dans une moindre mesure, parce que leurs leviers d'action ne sont pas toujours aussi forts, si eux ne bougent pas pour trouver justement des débouchés, pour permettre justement d'accompagner ce mouvement clairement qui va vers de la protéine plutôt végétale qu'animale demain, si on ne fait pas ce mouvement-là, les agriculteurs vont continuer à se spécialiser et des territoires vont être sacrifiés. Ça, c'est évident. Alors, pourquoi moi, un exemple. Pourquoi, par exemple, j'ai essayé d'initier au sein de ma coopérative, de mon territoire, à travers les filières, l'idée qu'à un moment, dans un territoire qui est à l'origine polyculture élevage chez moi, on puisse remettre la légumineuse au centre des systèmes, mais surtout et d'abord se poser la question globalement, c'est-à-dire entre acteurs. Parce que tout simplement, quand moi j'aurais plutôt tendance à aller à travers les réseaux, quand je vais dans un parc naturel qui me dit j'ai envie d'avoir des prairies demain et du paysage, ben moi je lui réponds il te faut des vaches. Quand un acteur économique me dit moi j'ai envie de diversifier ma situation parce que je fais que de la poudre de lait pour le marché international, ben moi je lui dis ben, tu as besoin de te poser réellement la question du besoin de ton territoire. Quand j'ai l'impression de voir des collectivités qui s'interrogent sur le climat, j'ai envie de lui dire mais l'agriculture et l'élevage sont la solution. Et finalement, ces acteurs, il suffit juste à la fois de les réunir, d'y mettre de l'animation, de trouver un de ceux là-dedans qui va prendre le risque d'animer ça et de prendre ça sur lui. On va avoir la chance en France et en Europe de pouvoir mobiliser des fonds publics, ce qui est peut-être moins vrai dans les OP du Sud, mais dans les pays du Sud. Mais nous, il y a des outils, il y a de l'argent, il y a de l'animation possible. La politique agricole commune, pour le coup, est en train de bouger de ce point de vue. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous dis, la tendance, elle est là et on va y aller. C'est qu'il y a ça. Maintenant, c'est quand, voilà, c'est pour ça que je disais, à travers chaque territoire, qu'est-ce qui va prendre ça en charge? Qui, à un moment, va se dire, moi, j'anime, moi, je mets la table, et je vous file les stylos et le papier, et on va y aller. Qu'est-ce qui fait ça? Et qu'est-ce qui fait ça à quelle échelle? Alors, ça s'appelle, à travers, encore une fois, ma petite expérience, c'est que, moi, on m'appelle ça la gouvernance alimentaire. C'est qu'à un moment, à l'échelle d'un bassin de consommation, à l'échelle d'un bassin de production, comment on crée ce lieu où on va pouvoir définir le besoin de protéines de demain, qui va correspondre à notre alimentation, et donc indirectement, les légumineuses qui seront présentes dans les rotations des exploitations agricoles. Encore une fois, pourquoi j'ai cette approche? Parce que, pour l'avoir vécu pendant 10 ans sur mon exploitation, avoir amené des légumineuses, avoir fait des essais d'associations comme Jacques en parle si bien, mais aussi avoir des impasses parce que tout simplement, le collecteur du coin, il n'est pas foutu d'acheter la machine qui va trier la févrole de la céréale ou la légumineuse de la céréale, tout simplement. Parce qu'à un moment, l'acteur économique n'a pas été jusqu'au bout de son raisonnement en disant mais est-ce que le besoin de mes adhérents, demain, ce ne sera pas ça? Alors vous avez pris encore une fois l'exemple de Calisol qui est un très bon exemple. Moi, je cultive du colza associé, vous l'avez pris, voilà. Je suis désolé pour les gens du Sud parce que forcément on parle de nos cultures en tant que telles, mais quand j'entends tout à l'heure le haricot avec le maïs, clairement, ces associations-là existent depuis très longtemps, et là, il y a vraiment un enjeu d'innovation fort. J'ai commencé par du colza associé classiquement avec des légumineuses. J'ai mon voisin avec qui je fais des essais qui, lui, pour le coup, maintenant, a associé son colza avec du trèfle permanent pour pouvoir semer son blé dedans. Alors, on prend des gamelles, ça, c'est évident. Mais alors, qu'est-ce que c'est enrichissant? Et qu'est-ce que ça permet de percuter les acteurs économiques qui justement ne s'interrogent pas là-dessus? Parce qu'eux-mêmes, pour le coup, commencent à être obligés de vendre des semences, puisqu'il y a une demande. Donc, et qu'est-ce que c'est intéressant de voir justement cette tendance à se dire mais les protéines demain, elles seront beaucoup moins animales que végétales, et donc qu'est-ce qui va se passer dans nos rotations? Alors ce que je veux dire par là, c'est que l'approche territoriale elle va permettre notamment de percuter les filières. Il faut sortir justement de la segmentation et des filières. Il faut permettre aux filières
Alors l'entrée, elle est la compétitivité, parce qu'un blé qui suit un pois ou une févrole, on en a pris cet exemple souvent là, mais il demande 20 à 30% d'azote en moins, donc forcément, en termes de coût de production, il est plus intéressant. Donc si, par exemple, l'argument d'une filière, c'est toujours la compétitivité, mais quel est le sens de pousser les agriculteurs à produire avec autant de phyto et avec autant d'azote, c'est-à-dire 250 unités d'azote à l'hectare, alors que pour le coup, un des enjeux de la filière, c'est la compétitivité. Moi, ça me paraît absurde. Ça veut bien dire que pour le coup, ils ne sont pas dans justement cette réflexion qui doit leur permettre de se dire, mais à long terme, comment j'accompagne mon agriculteur ou en tout cas mon fournisseur. Sur les filières, donc c'est casser cette verticalité et puis les amener justement sur l'horizontalité, c'est-à-dire une approche plus globale. C'est aussi d'optimiser clairement. Quand on est à une échelle locale plus territoriale, on commence à pouvoir parler de bouquets de protéines, c'est-à-dire différentes sources qui vont à la fois permettre de soutenir l'élevage, mais aussi à la fois de permettre de répondre à l'alimentation humaine, si, pour le coup, les consommateurs en sont en demande. C'est aussi d'acquérir un savoir-faire, et donc peut-être de relocaliser des emplois. Si j'ai bien compris au Brésil, pour le coup, ce sont des emplois très particuliers quand même. C'est-à-dire qu'on fait du soja, on le triture, on garde l'huile, ou en tout cas c'est sur des grands marchés. Et puis nous, Européens, on a perdu toute connaissance justement de l'extraction, et c'est-à-dire qu'on est foutu on n'a plus d'usine en terre pour pouvoir travailler du soja, du tournesol, du colza, ou d'autres protéines, ou des légumineuses, graines. Donc là, clairement, en relocalisant une partie d'emploi, et c'est pas encore une fois Jacques qui va dire du contraire avec, je sais plus, je crois que vous êtes 5 ou 6 sur l'exploitation, Jacques, je pense. Ça veut dire que des modèles comme ça créent 2 fois plus d'emplois que des systèmes agricoles qui justement ne sont pas durables et trop spécialisés, voire trop simplifiés. Ça amène aussi, encore une fois, à faire que les filières reconnaissent, ou en tout cas s'interrogent sur la différenciation des produits et la qualité des produits. Alors il y a un bouquin qui est passé tout à l'heure et que j'ai vu, et qui est vachement intéressant. Et puis je pense aussi à la dernière intervention où j'étais venu au mois de juin avec la filière sénégalaise de céréales, qui dit aujourd'hui, moi je mets une partie de la filière, de mes céréales sénégalaises dans la filière pain, parce que justement les Sénégalais y tiennent. Cette question de l'origine du produit, de la qualité, de la traçabilité est prégnante. Elle est partout. Elle est une réelle solution. Plus on communiquera, plus on tracera les choses, plus on permettra aux gens justement de sortir de ce côté multinational qui vend tout et n'importe quoi, où on peut consommer tout et n'importe quoi. Plus ça sera tracé, plus il y aura une qualité reconnue, et plus on trouvera une valorisation dans les produits. Et quand je dis ça, la plupart des appellations d'origine contrôlée en France permettent aux paysans de vivre, et à des filières et des territoires de vivre. Et ça date pas d'hier, ça date pas de... Voilà, c'est très très vieux. Tout le monde reconnaît ces qualités de produits, et les légumineuses en font partie, justement. Alors ça peut être à travers le produit fini, c'est-à-dire que le lait, par exemple. Alors moi, chez moi, il y a une grande marque de glace, qui pour le coup a sondé son propre fournisseur, donc ma coopérative laitière, et qui lui a dit, mais moi j'ai un problème, c'est que mon principal concurrent qui fait une glace de qualité aussi, en tout cas qualité industrielle, à travers le monde, communique beaucoup sur la vache verte, sur le fait qu'ils sont super bien, enfin les vaches ont une espèce de bien-être, les paysans sont heureux, etc. Et donc je suis obligé de communiquer là-dessus, il faut absolument que je me démarque. Ensuite, donc cette industrie, enfin cette grande marque, a besoin de communiquer, a besoin de rassurer son consommateur qui a les moyens de s'acheter des glaces à 5 balles le petit pot, 5 euros le petit pot. Ma coopérative se pose des questions, elle est obligée d'aller à un fournisseur qui prend 30 ou 40% de sa crème, donc elle est obligée de s'interroger. Encore une fois, mon territoire et le parc d'à côté se dit mais moins il y aura de vaches, moins il y aura d'herbes, et j'ai tout misé sur le tourisme, comment je fais? Et puis, il y a la région, la grande région, qui, dans le cadre de l'Europe et des questions climatiques, crée ce qu'on appelle un plan climat territorial et exige de ses acteurs de réduire de 20% au moins les gaz à effet de serre. Et enfin, il y a des éleveurs qui se posent des questions, qui sont dans cette naste-là, dans cette volatilité des prix et qui ont envie de travailler sur autre chose. Et bien ça donne tout simplement une démarche qualitative d'un lait qui va être différencié, avec non plus du soja, mais avec un bouquet de légumineuses, enfin un bouquet de protéines qui donc feront qu'il y aura des protéines demain, les légumineuses pardon, locales, qui seront produites pour ces élevages, puisque le prix du lait sera différent, puisque le consommateur l'aura reconnu, et que chacun aura mis sa pierre à cet édifice-là. Donc ça, j'ai initié ça il y a 5 ans avec ma coopérative, aujourd'hui on en commence à avoir le bout. Et donc là, voilà, ça c'est un exemple qui fait que la légumineuse que moi je produis sur mon exploitation, qui me permet d'être finalement indépendant du soja OGM, va trouver sa place grâce au fait que le lait va être valorisé en tant que produit de qualité et reconnu par le consommateur local. C'est ça que je voulais vous dire, c'est que l'approche territoriale, ça doit permettre justement
d'avancer sur ces questions de différenciation, de segmentation. Et quel que soit le pays, il y a une forme de patriotisme alimentaire qui doit se mettre en œuvre. Et cette tendance-là, elle est clairement définie, elle est là. Ça, moi, j'en suis convaincu. Il me reste quelques minutes, ça tombe très bien, j'arrive au bout. Donc à travers, ce que je voulais dire par là, à travers cette approche territoriale, à travers le fait qu'on puisse se reposer la question collectivement d'une espèce de gouvernance alimentaire locale, moi je pense réellement que les légumineuses, les protéines végétales vont revenir au centre des préoccupations. Et que moi, agriculteur, dans cette démarche-là, je vais justement pouvoir trouver beaucoup plus facilement ma place. Alors je dirais que justement ce ne sont pas des plantes magiques, c'est clairement des plantes contemporaines. Ça a été très très bien décrit par les chercheurs et les gens qui sont intervenus. Elles ont plein d'avantages et qui sont très contemporains. Et ça c'est important de le redire. Je ne suis pas sûr qu'il y ait assez de paysans du Nord dans la salle pour pouvoir... mais s'il y en avait hier soir, c'est une très bonne nouvelle. Clairement, les légumineuses sont des alliés, il va falloir tout simplement réapprendre à les travailler dans nos exploitations, dans le territoire, dans notre alimentation. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Enfin, je finirai, et c'est un lien parce que... Alors, encore une fois, je ne m'exprime pas au nom des paysans français et puis de la France, pas du tout. Mais alors, qu'est-ce que ça fait du bien que la Wallonie ait dit non au CETA? Pour une simple et bonne raison, ça va nous forcer... Ça va nous forcer, et d'ailleurs la question est venue, à nous intéresser à ce CETA. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Et qu'est-ce qui est en train de se passer? Et c'est ça qui est incroyable, c'est que même nous la France, là il y a un député qui s'exprimait dimanche, là, il y en a un qui dit « mais moi je ne sais pas ce qu'il y a dedans ». C'est surréaliste. Au moment même où justement les citoyens européens, français, et même à travers le monde, demandent de plus en plus de comptes pour essayer de comprendre ce qu'il va y avoir à la fin, enfin ce qu'il y a dans leur assiette, ou en tout cas ce qu'on décide pour eux, eh ben 0,5% de la population européenne nous rappelle que la démocratie, ça se fait vivre. Et que parfois, il suffit juste de poser une question et d'être là au bon moment pour rappeler à tout le monde qu'il est urgent, justement, de s'indigner, de se poser des questions et de dire non parfois en disant bah, l'enjeu est tellement fort que oui, je vais, moi, 0,5% de la population européenne, être contre et mettre un petit caillou dans la machine. Donc rien que pour ça, je félicite les Wallons. Et rien que pour ça, moi j'ai envie de dire justement que grâce à ça, on va pouvoir continuer à s'interroger sur des sujets comme les légumineuses. Ça peut paraître parfois très loin, mais finalement c'est très lié. Dans la mesure où on commence à s'interroger sur les échanges qui sont soi-disant être en permanence très très bons pour la population et permet de sortir de la pauvreté, ben finalement on se rend compte que ces échanges ne sont pas toujours si positifs que ça. C'est bizarre parce que s'ils étaient si positifs, ils ne seraient pas faits dans l'ombre tout le temps, cachés aux citoyens. Et que ces échanges, en fait, finalement, ils vont vraiment contre l'intérêt à la fois du citoyen et du paysan en termes d'autonomie. Donc voilà, ben, je vous remercie.